Europe Soir, Le 18-20. Isabelle Millet. On est ensemble jusqu'à 20h avec dans un instant l'info, bien sûr, le journal de Christophe Lamarre. Juste après, ce sera le débat du Club des idées. Et ce soir, on va parler de l'éloquence. Cet art précieux et utile à tous les stades de notre vie. Être soi, dire ce que l'on pense, trouver les bons mots, ne pas avoir peur du regard de l'autre. L'éloquence est un art qui s'apprend et qui se travaille. Mes invités vont vous aider à vaincre les blocages qui trop souvent nous paralysent. Mon défi ce soir, vous donner envie de prendre la parole. Dans sa carte blanche du jour, Éric-Emmanuel Schmitt nous parlera, lui, d'une lettre que l'on utilise tous les jours et qui pourtant n'est pas dans l'alphabet. Mais d'abord, le point sur l'info avec vous, Christophe Lamarre. Vous êtes bien à l'écoute d'Europe 1, il est 19h. C'est toujours un choc. À chaud comme ça, c'est un sentiment de peine, de chagrin, d'effroi. Le choc a Rambouillet après l'agression mortelle d'une policière égorgée en plein commissariat. Son agresseur, un Tunisien de 37 ans, a été abattu. Le parquet national terroriste est saisi de l'enquête. Décollage réussi pour SpaceX. Thomas Pesquet et ses 3 compagnons de voyage sont en orbite vers la Station spatiale internationale. EDF fait un pas de plus pour obtenir le contrat du siècle, la construction de la plus grande centrale nucléaire du monde en Inde. Pas de Jeux Olympiques cet été pour Benoît Paire. La Fédération française de tennis l'exclut pour mauvais comportement. La météo, Anissa, demain du soleil pour tout le monde. Oui, après une petite fraîcheur matinale sur la moitié nord, la journée de demain sera estivale, ensoleillée, avec même des températures en hausse. Nous aurons jusqu'à 27 degrés demain après-midi dans le sud-ouest. Europe 1. Écoutez le monde changer. Le parquet national antiterroriste s'est donc saisi de l'affaire ce soir après l'agression mortelle dans le commissariat de Rambouillet. Une policière a été égorgée par un Tunisien de 37 ans qui aurait crié « Allahu Akbar ». Il a été abattu par les policiers. La présidente de la région Île-de-France et candidate à sa succession en juin prochain, Valérie Pécresse, est venue témoigner son soutien aux forces de l'ordre. On a voulu frapper, là encore, un symbole de la France, parce que nos policiers sont la France, ils sont le visage de la France. Et on a cherché aussi à déstabiliser le pays en venant ici s'attaquer aux forces de police dans cette ville si tranquille du sud rural de l'Île-de-France. Alors évidemment, c'est un moment extrêmement bouleversant. Le département des Yvelines a été extrêmement touché. Et on le sait, dans les Yvelines, ce que ça veut dire, les attentats terroristes, ça veut dire Magnanville, des policiers qu'on va tuer chez eux, ça veut dire Samuel Paty, un enseignant qu'on va attendre à la sortie de son collège pour le décapiter. Face à cette menace qui est encore très très présente sur notre sol, il faut que nous fassions face et il faut une mobilisation sans faille de toutes les forces. Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, et on va retrouver tout de suite notre envoyée spéciale à Rambouillet, Johanna Chabas. Johanna, le parquet national antiterroriste s'est donc saisi de l'enquête, on le disait. Le meurtrier aurait notamment crié Allahu Akbar au moment de frapper sa victime. Oui, et l'assaillant avait également fait des repérages autour du commissariat. C'est pour toutes ces raisons que le parquet antiterroriste s'est saisi de l'enquête afin de comprendre ce qu'il s'est passé. Il faut rester prudent, mais ce que l'on sait, c'est qu'en début d'après-midi, un peu après 14h, la victime, une fonctionnaire administrative de police de 49 ans, est sortie pour changer son disque de stationnement. C'est en revenant au commissariat pour reprendre son service à l'accueil qu'elle a été attaquée au couteau dans le sas d'entrée. Touchée à la gorge, elle est décédée très rapidement. Les policiers à l'intérieur du commissariat ont utilisé leur arme de service pour tirer sur l'assaillant qui est mort de ses blessures. Sur lui, des papiers tunisiens et un titre de séjour. Il était inconnu des services de police et des renseignements. L'émotion est très vive. Ici, des proches de la victime la décrivent comme une personne très gentille qui avait 2 enfants. Une cellule psychologique a été ouverte au commissariat de Rambouillet. Johanna Chabas en direct de Rambouillet, même s'il faut rester effectivement encore prudent puisque l'enquête ne fait que commencer, ce qui ressemble à une attaque terroriste. Mais une fois de plus, les policiers sous pression, ce n'est pas la première fois qu'ils sont visés. Le gouvernement a demandé le renforcement de la sécurité devant les commissariats et les gendarmeries, mais cela n'est pas suffisant pour François Bersani du syndicat SGPFO. C'est toujours un choc. À chaud comme ça, c'est un sentiment de peine, de chagrin, d'effroi. Et puis je pense après que ça va laisser place à la colère. Parce qu'aujourd'hui, ça n'est pas la première attaque sur ce département contre des policiers. Rambouillet est un commissariat très paisible, un des plus petits commissariats en taille et en nombre d'effectifs du département. On peut croire éventuellement que c'est une ville protégée où rien n'arrive, mais la preuve c'est qu'aujourd'hui, le terrorisme et les attaques envers les policiers touchent toutes les communes de France, y compris Rambouillet dans les Yvelines. Au fur et à mesure, on a remplacé
remplacer des personnels en tenue avec armes par des personnels administratifs dans les accueils des commissariats. Et aujourd'hui, on peut s'apercevoir qu'il va peut-être falloir changer de doctrine puisque les commissariats doivent être absolument protégés, sanctuarisés et que les personnels puissent réagir s'ils sont attaqués. Aujourd'hui, nos commissariats ne sont pas suffisamment protégés pour faire face à la menace. François Bersani, secrétaire départemental du syndicat SGP-FO au micro européen de Johanna Chabas. Il est 19h05, c'est la suite de votre journal et ça y est, il est parti pour 6 mois. Thomas Pesquet a décollé pour la Station spatiale internationale. Le lancement s'est déroulé comme prévu à 11h49. La capsule s'est arrachée du pas de tir de Cap Canaveral en Floride. À son bord, 4 astronautes, dont Thomas Pesquet, le Français qui a été encouragé depuis le sol par sa famille et son meilleur ami. Aurélien a assisté au lancement et au départ de son grand copain Thomas Pesquet. Émotion. J'ai profité de ce spectacle magnifique. Les lancements de nuit, c'est impressionnant. Un flash dans la nuit, le son qui arrive ensuite et une fierté énorme de savoir mon ami au sommet de cet énorme pétard, en fait. Mêlé à un sentiment d'anxiété quand même parce que c'est une activité relativement dangereuse. Thomas prend des risques. Quels ont été vos derniers mots avec lui avant le départ ? C'était des mots très simples, conviviaux, en groupe, avec un Thomas relativement détendu, mais conscient de ce qui allait se passer, puisqu'il l'a déjà vécu. Peut-être une pointe d'anxiété, mais je l'ai trouvé fidèle à lui-même, tout en maîtrise, comme il sait si bien le faire. Aurélien, ami du Français Thomas Pesquet, qui a assisté au décollage ce matin de la capsule à Cap Canaveral, il répondait à Laure d'Autriche. Europe 1, Isabelle Millet. Dans un instant, la suite de votre journal sur Europe 1 avec EDF qui va peut-être construire la plus grande centrale nucléaire au monde. Et puis, pas de Jeux Olympiques pour Benoît Paire. Son comportement a fini par lasser la Fédération française. A tout de suite. 19h08, c'est la suite de votre journal Christophe Lamar. Elle est présentée comme la plus grande centrale nucléaire du monde. Un projet de 6 réacteurs pourrait voir le jour en Inde et EDF paraît bien placé. Oui, et le groupe vient de déposer ce que l'on appelle une offre engageante. En réalité, elle préfigure un prochain accord, Emmanuel Dutheil. Alors, cette centrale de Jetapour, pour EDF, c'est un peu l'Arlésienne. Ça fait une dizaine d'années que ce projet de centrale gigantesque est évoqué, mais il est constamment repoussé. La catastrophe de Fukushima avait notamment échaudé les Indiens. Après des années de discussion, EDF espère bien, cette fois, que ça va enfin se concrétiser. Le groupe vient en effet de déposer ce que l'on appelle l'offre technico-commerciale. C'est une étape indispensable avant un éventuel accord. Et comme EDF est le seul en lice pour ce projet, ça semble malgré tout plutôt bien parti. Un accord pourrait donc intervenir dans les mois à venir. Mais attention, il y a encore de nombreuses oppositions locales. Les critiques se concentrent sur le risque de séisme dans cette zone de l'Inde. EDF, pour sa part, rassure sur la fiabilité de son projet et assure que ce projet pourrait générer des dizaines de milliers d'emplois. Si elle devait être validée, cette centrale hors norme qui vise à alimenter en électricité 70 millions de foyers devrait mettre 15 ans au moins avant d'être en service. Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Les crypto-monnaies, on le sait, attirent les investisseurs, mais pas seulement. La Turquie lance un mandat d'arrêt international contre le fondateur d'une plateforme d'échange soupçonnée d'escroquerie. 2 milliards de dollars évaporés en un clic. Près de 400 000 investisseurs floués. Le fondateur de la plateforme Todex, c'est le nom de ce site, a pris la fuite à l'étranger, non sans avoir verrouillé l'accès à tous les comptes clients. Il serait âgé d'une trentaine d'années et pourrait se trouver en Albanie. Les autorités turques ont par ailleurs interpellé 62 suspects sans que l'on sache encore le rôle qui était le leur dans cette affaire. Et on a une pensée pour les clients en question. C'est l'enfant terrible du tennis français, mais cette fois la fédération dit stop. Benoît Paire n'ira pas aux Jeux de Tokyo. Elle reproche au 35e joueur mondial une attitude jugée déplacée. Il y a eu ses jurons à Buenos Aires. Benoît Paire s'en était excusé, mais il a récidivé au tournoi de Monte-Carlo. La répétition de ces écarts lui coûte donc sa place en équipe de France, Corinne Boulou. Oui, c'est un épisode de plus pour un joueur qui balade son mal-être de tournoi en tournoi. À 31 ans, Benoît Paire a perdu la flamme il y a plusieurs mois. Une seule victoire en 10 rencontres. À fleur de peau, il ne contrôle plus ses émotions. Injures, crachats sur les cours et propos déplacés après match, comme il y a une douzaine de jours au tournoi de Monte-Carlo. Franchement, j'en ai rien à branler franchement de ce match. Arriver dans des cimetières pareils, ça me déprime un peu. Donc, gagner ou perdre dans des conditions pareilles, franchement, je m'en fous. Sa fédération l'avait déjà mise en garde une première fois. Benoît Paire avait présenté ses excuses dans une lettre. Mais ses derniers mots à Monte-Carlo, suivis d'un nouveau dérapage au tournoi de Barcelone, ont poussé sa fédération à prendre une sanction, comme nous l'a expliqué Nicolas Escudé, nouveau DTN du tennis français. On ne
pouvait pas se permettre en tant que fédération et en tant qu'institution de laisser passer ces choses-là et que forcément une sanction allait tomber. Et la sanction concerne les non-sélections pour les Jeux Olympiques de Tokyo, parce que là on représente l'équipe de France, parce que là on a le maillot France sur le dos et que en termes d'éthique, de responsabilité, de conduite, on doit être totalement irréprochable, ce qui n'est absolument pas le cas de Benoît aujourd'hui. Rappelons qu'en 2016, aux Jeux de Rio, Benoît Paire, actuel 35e mondial, avait été exclu de l'équipe de France olympique pour son comportement déjà inapproprié. Corinne Boulou du service des sports d'Europe 1. Dans le journal de Christophe Lamar. Merci beaucoup Christophe. Anissa Haddadi, demain ce sera une journée printanière, voire estivale. Oui, une journée digne d'un début juin, effectivement. Demain, Isabelle, avec toujours du vent sur les côtes de la Manche. Dans le sud, c'est le vent d'OTAN qui reste sensible encore sur le Languedoc et le Roussillon. Mais à part cela, franchement, rien à signaler. Le soleil domine dès le début de la journée. Au fil des heures, on a un léger voile nuageux qui va concerner toutes les régions, mais rien d'inquiétant. En tout cas, rien d'assez important qui pourrait gâcher cette très belle journée. Côté température, de la fraîcheur demain matin sur la moitié nord avec 0 à 6 degrés. On aura par exemple 0 degrés à Épinal, 6 degrés à Paris. Dans le sud, il fait bien plus doux avec déjà 11 degrés à Nice et 14 à Biarritz. Et puis dans l'après-midi, ça reste un petit peu plus frais au nord avec 16 degrés à Lille, 21 degrés pour Paris, 23 à Lyon. Mais alors sur le sud, c'est estival, 26 degrés à Perpignan, 27 pour Mont-de-Marsan, pour Cahors ou encore Bordeaux. C'est chaud pour un mois d'avril. C'est très chaud même. Alors ça c'est pour samedi, pour dimanche, est-ce qu'on va pouvoir encore bronzer, Anissa ? Est-ce que ça va continuer ? Oui, la réponse est oui. On aura encore du très beau temps la journée de dimanche. Ça commence avec du grand soleil pour tout le monde. Dans l'après-midi, on sent qu'il y a un changement de temps qui va s'amorcer, notamment par l'ouest, entre la Vendée et la Gironde. Là, le ciel va se couvrir légèrement dans l'après-midi, mais ça sera encore une belle journée. Il fera un tout petit peu moins chaud. Bien. Merci Anissa, on vous souhaite un excellent week-end. Bon week-end. 19h13 sur Europe 1. Dans un instant, on débat autour de l'éloquence, cet art si précieux. Mais d'abord, il manie justement l'éloquence comme personne. C'est la carte blanche du jour. La Caisse d'épargne vous présente la carte blanche. Caisse d'épargne, vous être utile. Europe Soir, Isabelle Millet. Je vous demande de vous arrêter. Je suis très en colère. Écoutez, vous êtes rapide, c'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité. Et ce soir, c'est Éric Emmanuel Schmitt qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonsoir Éric Emmanuel. Bonsoir Isabelle. Alors vous voulez attirer notre attention sur une lettre que nous utilisons tous les jours et à laquelle justement nous ne prêtons pas attention. Oui, nous utilisons effectivement une lettre singulière tous les jours, et souvent plusieurs fois par jour. Une lettre qui nous fait accomplir un voyage extraordinaire. Un voyage dans le temps, dans l'espace et dans les langues. Êtes-vous consciente, Isabelle, que par cette lettre, vous communiquez avec vos contemporains, certes, mais vous partez aussi à la Renaissance? Que par cette lettre, vous allez en Espagne, en Arabie, en Angleterre? Que par cette lettre, vous faites votre courrier, bien sûr, mais aussi du commerce, voire que vous reproduisez le geste des scribes-copistes au XVe siècle? Alors là, vous m'intriguez vraiment. Quelle est cette lettre? C'est un petit A abrité dans une enveloppe. C'est un A qui se prend pour un escargot. C'est la fameuse arrobase de nos adresses électroniques. Et certains disent at. Certains utilisent effectivement le terme anglais at, ce que vous vous en doutez, j'évite, car arrobase, une arrobase, je l'avoue, fait mon délice pour toutes les raisons que je vais vous exposer. Je reconnais par ailleurs que j'ignorais le mot autant que le symbole avant que, il y a quelques années, on nous demande de l'utiliser pour nos adresses électroniques. Alors d'où vient-il ? En 1971, Ray Tomlinson, un ingénieur américain, travaille sur un appareil électronique, le dinosaure de notre Internet, et il doit envoyer le premier courrier par cette technique. Pour séparer le nom et l'adresse, il cherche sur son clavier un symbole qui n'existe dans aucun nom ni aucune adresse. Et voilà qu'il choisit le A en escargot, l'arrobase, at en anglais, ce qui signifie chez. L'adresse électronique devient donc quelque chose du genre Ray Tomlinson chez @yahoo.us. Mais pourquoi ce symbole existait-il sur son clavier? À quoi servait-il? Et c'est là que commence notre voyage dans le temps et dans l'espace. Remontons à la Renaissance, au XVe siècle en Italie. Pour les besoins du commerce et des échanges, nos ancêtres avaient besoin de marquer les dates. AD, suivi des chiffres. On utilise aussi le AD en comptabilité, afin de noter les taux d'intérêt. L'Italie est à ce moment-là la nation la plus moderne, la plus développée, la plus artistique et la plus commerçante. Donc ces missives se répandent dans toute l'Europe. Ce AD,
arrive donc en Angleterre où il s'affirme et se fixe. Il prend sa forme manuscrite, puis, lorsque les premières machines à écrire débarquent vers 1880, il a droit à sa touche. Du coup, les claviers des premiers ordinateurs le reprennent et l'américain Ray Tomlinson le choisit. Vous venez de nous emmener d'Italie aux États-Unis en passant par l'Angleterre, mais vous parliez d'Espagne. Oui, je viens de vous raconter les tribulations du signe. Passons maintenant aux tribulations du mot désignant le signe. Arroba. Arroba, c'est une ancienne unité de mesure depuis l'an 1000. Il est symbolisé par un A dans un rond, une abréviation pratique. Mais savez-vous où cet arroba nous emmène? Dans les pays arabes, car arroba vient de l'arabe al-rub, qui signifie le quart. En fait, le quart de l'ancien quintal, soit 12 kilos, le poids de mon chien. Donc, même après la disparition de cette unité de mesure, ce signe était connu des typographes espagnols, portugais et français sous le nom de arrobase. Certains esprits, suspicieux sur le don des langues qui affectent si peu les Français, pensent d'ailleurs que nos anciens typographes français entendaient dans arrobase a rond bas. Et alors, comment appelle-t-on l'arrobase, Éric Emmanuel, dans les autres pays? Le at anglo-saxon s'est naturellement imposé majoritairement avec la technique et le commerce américain, mais des pays résistent élégamment. Ainsi, le terme escargot s'est imposé en Biélorussie, escargot de mer en Corée, petite souris à Taïwan, à trompe en danois et suédois, petit canard en grec, ver en hongrois, petite queue de singe en néerlandais et en roumain, et mon préféré, strudel en hébreu, c'est-à-dire ce gâteau roulé à la cannelle, souvent avec des pommes et des raisins secs. Je sens que vous salivez. Ah, effectivement, Isabelle, si je parlais hébreu sur mon ordinateur, avec ce strudel, je serais devenu un geek, un accro de l'électronique. Heureusement, je n'utilise que l'arrobase, un terme élégant, féminin, précieux, qui me rappelle l'histoire de la Méditerranée et de l'Europe, et qui, avant que je ne recherche son origine, me donnait même l'impression d'être un pas de danse, tel une arabesque ou un adage. Même au-dessus d'un clavier, ou peut-être surtout au-dessus d'un clavier, je me laisse charmer par la poésie des mots. Et nous, à chaque fois, nous nous laissons charmer par vous. C'était la carte blanche d'Éric Emmanuel Schmitt. Merci beaucoup, Éric Emmanuel. Merci. C'était la carte blanche avec la Caisse d'épargne. 3000 experts au service des professionnels et des entreprises. Caisse d'épargne, vous êtes utile. Europe 1. Isabelle Millet. Dans un instant sur Europe 1, c'est votre débat du Club des idées. On s'intéresse à l'éloquence ce soir. On va vous apprendre à jongler avec les mots, à poser votre voix, à structurer votre pensée. Vaste programme, à tout de suite. 19h21 et ce soir dans votre grand débat sur Europe 1, on va tenter de faire tomber des barrières, ces verrous qui à tous les stades de notre vie, dès l'enfance parfois, nous bloquent, nous empêchent d'avancer, nous angoissent parfois, au moment de répondre aux questions d'un prof, de faire une déclaration d'amour lors d'un entretien d'embauche ou quand on veut proposer un projet à son patron. Il y a tellement de moments dans la vie où l'on aimerait être comme ces politiques, ces comédiens ou ces avocats qui maîtrisent l'art de l'éloquence. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir, vous allez y arriver, vous aussi, parce que l'éloquence, ça s'apprend et mes invités sont là pour vous le prouver. Autour de moi, Martine Guillot, comédienne et coach qui vient de publier « Vous allez adorer prendre la parole » aux éditions Robert Laffont. Bonsoir. Bonsoir. Stéphane André, fondateur de l'école de l'art oratoire à Paris. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également directeur pédagogique de cette école et professeur d'art oratoire. Et Bertrand Perrier, avocat et formateur au sein du programme Eloquentia. Vous avez notamment écrit « La parole est un sport de combat », c'est aux éditions Lattès. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci à tous les trois. Merci vraiment de m'accompagner ce soir pour ce débat. Je voudrais que vous nous donniez d'abord la définition de l'éloquence. Qui se lance ? Martine Guillot. Écoutez, oui, alors vraiment la vraie définition qu'il y a dans le dictionnaire, ou sur Internet, c'est l'art d'émouvoir et de s'exprimer avec aisance. Voilà, tout est dit. C'est quand même formidable. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a les émotions et puis il y a ce non-verbal, cette gestuelle, avec bien évidemment l'art de la rhétorique, le fond de la pensée qu'on a envie d'incarner pour restituer et faire entendre ses idées. Alors on va détailler tout ça dans cette émission. Pourquoi et dans quelles circonstances est-ce si important l'éloquence, Stéphane André ? La première chose qui est importante, c'est qu'on ne parle d'éloquence que dans la vie publique et non pas dans la vie privée, heureusement. Quand on parle à ses enfants ou quand on parle à son papa, c'est pas de l'éloquence, on est en famille. L'éloquence suppose que nous avons en charge un rôle
préécrit, qui s'appelle un poste en entreprise, qui s'appelle un rôle au théâtre même. Et là, on est en charge de quelque chose. Et quand on est dans l'éloquence, on est sous un contrat, que je dirais presque civique. On a une responsabilité par rapport au rôle qui est plus grand que nous. Quand je suis enseignant, ce rôle est plus grand que moi. Et je dois monter à la hauteur du rôle et proposer ce qu'on appellerait au théâtre un personnage, qui serait, en entreprise, une fonction incarnée. Un professeur de mathématiques doit incarner les mathématiques. Et deuxièmement, la partie contractuelle, c'est aussi la responsabilité à l'égard du public, de l'auditeur et même du contradicteur quand on est en politique. L'autre est mon public lorsque je débat contre lui, même en politique, et je dois, vis-à-vis de lui, effectivement, faciliter son écoute au maximum. C'est à moi de m'adapter à lui, ça n'est absolument pas à lui de s'adapter à moi. C'est une charge d'orateur au service d'un dossier, au service d'un public. C'est une obligation quasi contractuelle. C'est pour ça qu'on a intérêt à bien parler en public, pour assumer ces deux responsabilités qui sont du service. Alors, est-ce que ça veut dire que maîtriser l'éloquence, c'est mettre toutes les chances de son côté pour mieux réussir dans la vie, Bertrand Perrier ? Oui, pour moi, l'éloquence, c'est assez simple. En réalité, c'est rendre intelligibles ses convictions et ses émotions. C'est les transmettre à l'autre et lui permettre de les comprendre. C'est uniquement ça. Après, dans le mot éloquence, il y a quelque chose d'une dimension esthétique de la parole qui, personnellement, m'intéresse pas beaucoup. Pour moi, c'est vraiment uniquement rendre intelligible à l'autre ce que je crois, ce que je ressens. C'est d'abord un échange. Et évidemment, cet échange, il est très important au moment essentiel de nos vies, qui passe par l'oralité. L'entretien de stage, l'entretien d'embauche, le dialogue personnel, sentimental, tout ça nécessite un dévoilement de soi, de sa personnalité, de son argumentation. Et donc, tous les grands moments de la vie passent aussi par la parole. Ils peuvent passer par l'écriture, mais il y a une dimension d'incarnation dans la parole qui permet davantage que la simple transmission d'une information. Martine Guillot, dans votre livre, qui est sorti hier, vous allez adorer prendre la parole, vous dites même que l'éloquence, c'est un sésame pour la vie. Oui, c'est un sésame pour la vie parce que c'est très intéressant, en fait, quand on va à la boulangerie et qu'on demande une baguette, un pain, de voir qu'il y a des gens pour qui c'est compliqué. Et le sésame pour la vie, c'est que finalement, quand on a une idée, on a envie de l'incarner pour la restituer et la faire entendre. Et je crois que tout le monde a le droit de prendre la parole, que tout le monde a une pépite au fond de soi, qui peut faire émerger, dont il a confiance, prendre confiance. Et en fait, c'est l'estime de soi, et on le garde ça tout le long de sa vie. On le travaille, on le met en œuvre pour que tout d'un coup, sa parole soit porteuse de vérité et d'authenticité. Mais est-ce que tout le monde vraiment peut réussir à maîtriser l'éloquence, même les personnes qui sont extrêmement timides, par exemple, Stéphane André ? Oui, absolument. Je ferai juste une nuance par rapport à ce qu'a dit mon camarade Perrier tout à l'heure. La notion d'esthétique est aussi importante. Je voudrais faire une mise au point sur ce qu'est l'art oratoire. Pour moi, l'art oratoire, ça recouvre l'éloquence et la rhétorique. Mais Cicéron a très bien expliqué que ce que faisaient d'instinct les hommes éloquents, d'autres après eux l'ont étudié, et ça a été les rhéteurs. Mais Cicéron dit, ça n'est pas l'éloquence qui est née de la rhétorique, mais la rhétorique qui est née de l'éloquence. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans la parole en public, c'est la maîtrise de la pensée dans l'action. Et en même temps, c'est aussi l'esthétique. C'est pour ça que la notion d'art, pour moi, est très importante, parce que quelqu'un qui parle bien, ça a de la gueule, ça a de l'allure, c'est beau, et en même temps, c'est pertinent dans le sens où Bertrand Perrier vient de le dire, c'est se faire comprendre, évidemment. Bien sûr. C'est aussi une charge. Mais je pense qu'on peut allier les deux. Ma question, puisque vous êtes tous les trois formateurs ici, c'était est-ce que tout le monde peut acquérir l'éloquence ? Je le demandais même les gens les plus timides. C'est accessible à tous ? Moi, je crois qu'à partir du moment où on a quelque chose à dire, qu'on vibre, qu'on a une pensée, on est tous créatifs. Moi, je suis une artiste, je suis comédienne, metteur en scène. J'ai accompagné, donc je suis arrivée à accompagner des gens un peu par hasard. Et c'est ça qui est formidable maintenant depuis pas mal d'années, que ce soit les politiques à l'Assemblée nationale ou le 440 en corporate. C'est tout d'un coup, qu'est-ce qu'on donne à voir ? Qu'est-ce qu'on donne à entendre ? Donc, n'importe qui peut. Après, il faut qu'ils comprennent bien comment ça fonctionne. Et donc, il y a cette prise de conscience de comment ça fonctionne et comment on peut se libérer de ce handicap ou de ces étiquettes ou de toutes ces plaques de tectonique qui nous empêchent en fait de respirer. Parce que finalement, le cerveau droit, cerveau gauche, il est oxygéné aussi pour pouvoir être libre. Mais et vous le dites, effectivement.
On va dans une classe de collège, de lycée, bien sûr qu'il y a des gamins qui adorent ça, c'est naturel, c'est festif, c'est joyeux, et puis il y en a d'autres pour lesquels c'est plus compliqué. En réalité, moi je crois qu'il faut faire comme avec une échelle. Si vous essayez de grimper une échelle et que vous mettez le premier échelon à 3 mètres, vous ne grimperez jamais l'échelle. Donc tout le monde peut le faire, simplement il y en a pour lesquels on aura des échelons qui seront un peu plus espacés, puis d'autres pour lesquels on mettra les échelons avec un peu moins d'espace. C'est tout, c'est juste une question de progression. Je crois absolument que tout le monde peut grimper l'échelle. Vous évoquiez l'éducation. C'est vrai qu'on a l'impression qu'en France, jusqu'à récemment, on négligeait quand même beaucoup l'oral. D'ailleurs, jusqu'à il n'y a pas longtemps, le bac, l'oral était de rattrapage. Ça a marqué des générations, ça. Il fallait lever la main, il fallait pas trop parler, il fallait surtout pas être celui qui prend la parole tout le temps. Oui, moi je crois que l'éducation française, depuis déjà très très longtemps, a mis l'accent beaucoup. Toutes les cultures ont abîmé la nature, mais notre culture a particulièrement abîmé l'oral. Parce qu'elle a dû se consacrer à autre chose, et c'est vrai que l'une des forces de la culture française, c'est la pensée logique. C'est la réflexion avant de parler, et c'est la constitution d'un discours. En revanche, dès l'âge de 5 ans, les enfants entendent « attention à ce que tu vas dire, t'as encore dit une connerie ». Et peu à peu, l'enfant apprend très rapidement que s'il veut prendre la parole, il a intérêt à faire gaffe. Il apprend ce qu'on appelle la peur. La peur est une donnée culturelle. Les enfants nord-américains l'ont beaucoup moins que nous, ils ne sont pas élevés de la même façon. Donc, il y a évidemment quelque chose de difficile à traiter en Europe spécialement. Bien, on va poursuivre ce débat dans un instant, ce débat passionnant. Vous me direz notamment quels sont vos modèles, en matière d'éloquence. À tout de suite. 19h32, c'est la suite de notre grand débat sur Europe 1. L'éloquence, voilà, je me trompe sur le mot capital de ce débat, ça va pas du tout. L'éloquence est un don de l'âme, lequel nous rend maître du cœur et de l'esprit des autres. C'est Jean de la Bruyère qui disait cela. Eh bien, l'éloquence, on continue d'en parler ce soir sur Europe 1. On a vu tout à l'heure combien ça nous concerne tous, quel que soit notre âge, notre profession, notre ambition. Avec moi, toujours ce soir, Martine Guillot, comédienne, coach et auteur de Vous allez adorer prendre la parole aux éditions Robert Laffont. Stéphane André, fondateur de l'école de l'art oratoire à Paris. Et Bertrand Perrier, avocat et formateur au sein du programme Eloquentia. Alors on disait tout à l'heure que l'éloquence est importante à tous les stades de notre vie, mais là où on la remarque le plus, évidemment, on a commencé à l'évoquer, c'est en politique, dans les tribunaux, dans l'éducation, au théâtre. Est-ce que vous diriez qu'il ne peut pas y avoir de bons profs, de bons politiques, de bons comédiens, de bons avocats sans éloquence? Bertrand Perrier, vous qui êtes avocat justement. Ah oui, incontestablement, mais encore une fois, dans la définition de rendre intelligible une conviction ou une émotion. Mais bien sûr que les enseignants, les avocats ont quasiment une obligation d'éloquence, puisque c'est une façon pour eux d'exercer leur métier. Nous exerçons nos métiers par la parole. Et donc, le juge a une écriture, bien sûr, qui lui est remis au préalable, mais il y a ce supplément d'âme qui ne peut être apporté que par la parole au moment de l'audience. C'est également la même chose pour les professeurs qui transmettent par la parole. Même s'il y a des livres, même s'il y a des supports écrits, c'est quand même par la parole qu'on fait vivre une matière. Et on l'a tous expérimenté. Il y a des profs qu'on écouterait pendant des heures, et puis à l'inverse, il y a des profs qui sont assommants au bout de 5 minutes. Bon, Stéphane André, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le résultat de l'éloquence, c'est clairement l'influence. Oui, c'est l'influence. Et cette notion de l'influence, c'est une grande question, ça. Parce que convaincre, ça ne veut pas dire vaincre des cons, si je puis me permettre, ça veut dire vaincre ensemble. C'est-à-dire que même un débat, on va convaincre, on va vaincre ensemble une question qui se pose, même à 2 débatteurs adverses. Mais cette notion de l'influence, pour moi, elle est d'abord fondée sur le fait qu'on procure aux gens qui nous écoutent la chance de pouvoir vivre le projet que nous vivons nous-mêmes en parlant. Et notre parole est telle que celui qui l'entend a les mêmes émotions que nous, et jusqu'à la fin du discours, il nous accompagne, il peut dire à la sortie « j'ai vécu exactement le projet dont cet orateur m'a parlé ». Et à ce moment-là, il peut très bien se dire « j'ai entendu quelque chose qui m'intéresse, finalement j'abandonne mon projet, j'adopte celui-là ». Il décidera en adulte, parce qu'il a vécu le projet en écoutant. Il n'a pas été séduit, il n'a pas été infantilisé. Il a été convaincu. Il a été grandi dans le projet que l'orateur devait incarner. Et c'est ça l'influence. Oui. C'est donner une expérience de vie au public, de vivre l'idée même que nous vivons nous-mêmes en parlant. Et est-ce que c'est aussi être convaincu soi-même pour réussir à convaincre les autres, Martine Guillot? Il ne faut pas faire semblant, non? Écoutez, sinon déjà, ça se sent. Moi, quand je travaille à l'Assemblée nationale pour les politiques, c'est un peu compliqué parce que est-ce qu'ils mentent ou pas? Non, il ne faut pas dire ça. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est si on est convaincu, on devient convaincant. Et donc, c'est comme ça qu'on porte son idée. Donc, effectivement, si on a le doute, ça s'entend. Donc, l'idée, c'est de porter au mieux sa conviction,
ses émotions, son opinion, pour que celui qui est en face ressente quelque chose. Et donc, il y a du domaine du vibratoire, où tout d'un coup, on émet des idées, on transmet des messages, et il faut que l'autre en face puisse comprendre. C'est la conversation. On est quand même dans le domaine de l'échange. C'est ça, la communication. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc, ça passe par la posture, ça passe par le regard, ça passe par ses gestes, par ses doutes, par ses heurts de phrases. Moi, je suis une voix, donc la voix, les modalités, les inflexions vocales, les intentions, c'est magnifique. Enfin, je veux dire, la voix, c'est une vraie sensibilité. On peut... Voilà. C'est pas moi qui vous dirais le contraire. Quelle personnalité peut être citée comme un modèle d'éloquence ? Je vais vous donner des noms, tiens, vous allez me dire si vous les trouvez éloquents. Emmanuel Macron, par exemple, Bertrand Perrier, il est éloquent ? Oui, il l'est, je trouve, plus en tant que président de la République qu'il ne l'était en tant que candidat. C'est plus un homme d'exercice du pouvoir que de conquête du pouvoir. Mais je trouve que d'ailleurs, il a évidemment pris des cours pour s'améliorer. Il a évidemment bien fait. Oui, je pense que c'est un bon orateur, oui, bien sûr. Donald Trump, Stéphane André, éloquent, pas éloquent ? Donald Trump, il a une caractéristique extraordinaire qui est le blindage facial. C'est-à-dire que c'est un type très contracté sur la face avant. Il a des yeux un peu comme derrière une meurtrière horizontale. Et c'est un type qui écrase tout au passage. C'est-à-dire que ce n'est pas un type qui reçoit le public, c'est un type qui écrase le public. Certains orateurs un peu tendus sur le haut du corps et qui sont un peu nerveux dans la partie haute du corps, un ancien président auquel je pense maintenant, sont un peu de ce type-là. Et il leur arrive très souvent d'être, par exemple, pas très aimable avec certains journalistes, ce qui est une façon aussi d'écraser certains publics. Bien, on adore la définition que vous faites de Donald Trump, la tension faciale, c'est très visuel. Fabrice Lucchini, par exemple, Martine Guillot, éloquent ? Énormément. C'est la référence, non ? Bah ouais, parce qu'il est passionné, passionnant, parce qu'il y va, parce qu'il mouille la chemise, comme on dit au théâtre, parce que sa voix est géniale, parce que, il a de la culture, et il en joue pas, il n'est pas en posture haute, donc il est généreux, voilà. Après, est-ce qu'il se renouvelle ? Oui, je pense, par rapport à tout ce qu'il a envie de faire dans sa vie, mais je le trouve magnifique et j'adore le timbre de sa voix. Stéphane André ? Une chose sur Fabrice Lucchini, c'est un élève de Jean-Laurent Cochet, lequel Jean-Laurent Cochet est un élève de Jean Meyer, lequel Jean Meyer a été un élève de Louis Jouvet. Bien. Nous sommes avec Fabrice Lucchini dans la tradition de l'art oratoire, versant acteur, mais l'orateur est un frère, non pas jumeau, mais un frère de l'acteur. Et alors Hitler, Bertrand Perrier, Hitler était-il un bon orateur ? Mais tous les grands dictateurs sont souvent de très grands orateurs. C'est ce qui fait que la parole étant une arme, elle peut être mise au service des meilleures causes ou des pires. Et c'est la grande responsabilité que nous avons lorsque nous enseignons la prise de parole en public. C'est à la fois d'aider les gens à dire mieux leurs idées, à dire mieux leur personnalité. Après, ce qu'ils feront de ce que nous leur enseignons, nous n'en savons rien. Mais nous parions aussi sur le fait qu'en les sensibilisant aux techniques argumentatives et oratoires, on les aide aussi à décrypter ce qu'on leur dit, à ne pas prendre pour argent comptant. Donc il y a aussi une dimension citoyenne dans l'enseignement de la prise de parole publique. Mais il est bien évident qu'on ne sait pas ce qu'ils feront de l'arme que nous leur donnons. Oui, parce que c'est une arme, effectivement, l'éloquence. Stéphane André, vous voulez rajouter ? Je voudrais compléter ce qu'on vient d'entendre sur Hitler. Pour moi, Hitler est un orateur catastrophique. C'est un homme qui a un grand charisme. Incontestablement, mais on sait où peut déboucher le charisme sur le culte de la personnalité, donc beaucoup plus sur le service de la personne que de le service du rôle. Chez Hitler, vous avez des caractéristiques qui sont extrêmement nerveuses, tendues très face avant. Vous avez cette façon de répéter ses gestes. Comme chez Donald Trump, tendu chez face avant, comme chez Donald Trump. Oui, ce sont des gens, ce sont des orateurs, et c'est pour ça que je parlais d'art tout à l'heure. La voix d'Hitler est un cri de souffrance de grand psychotique, mais ça n'est certainement pas un son harmonieux. Et donc pas d'éloquence chez Hitler, si je résume. Non, bon, sûrement pas. Je peux faire la voix d'Obama ou la voix de Gaulle à celle d'Hitler. Les plus grands orateurs de l'histoire, selon vous, c'est qui ? Stéphane André, puisque vous êtes sur votre lancée. Pour moi, de Gaulle a été un très grand orateur. Dans un tout autre style, Mitterrand a été aussi un très grand orateur. Moi, j'ai beaucoup aimé, pardon de vous couper, Arlette Laguillet. Voilà, j'ai beaucoup aimé Arlette Laguillet. Voilà, je suis pas du tout de ce parti-là, peut-être, on ne sait pas, mais en tout cas, ce qui était intéressant, c'est qu'avec sa voix de crécelle, parce qu'elle en avait une, elle avait des convictions et elle n'éructait pas pour éructer, mais elle portait à entendre un message. Et ça, moi, je trouvais son incarnation magnifique pour une femme.
elles sont rares et ça fait du bien. On ne peut pas ne pas citer Christiane Taubira tout de même dans ce panthéon évidemment dans les femmes, oui. des orateurs et des oratrices parce qu'elle allie l'improvisation qui pour moi est vraiment la parole superbe et sublime et puis le feu de la culture et puis la conviction, l'originalité. En fait, parler, c'est pour ça que ça fait peur, c'est que c'est pas seulement dire un message, c'est dire une personnalité. Et ceux qui nous marquent, ceux dont on parle depuis quelques instants, ce sont ceux qui précisément sont reconnaissables entre mille et à l'instant où ils s'expriment. C'est pas les petits pois alignés, c'est vraiment ceux qui acceptent l'idée que parler, c'est dire d'abord sa différence, c'est dire sa singularité. Et c'est ça qui fait que l'écrit est plus confortable, parce que dans l'écrit, on a une deuxième chance, on peut raturer. Dans l'écrit, on n'est pas jugé dans l'instant, on donne une copie et puis elle sera lue à un autre moment, on n'est pas là. Alors que dans l'oral, c'est toute notre personnalité qui est mise en jeu. On est à nu, en notre fait, regard, oui. c'est notre posture et c'est dans l'instant. Bien. Stéphane André, un dernier mot. Christiane Taubira, je suis absolument d'accord, absolument d'accord. Et ça permet de souligner quelque chose de très important dans l'art oratoire, qui est que l'improvisation, elle n'avait pas de notes, elle cite René Char, etc. Elle fait un discours merveilleux, elle a le regard sur le public. Elle montre là un chemin à tous les élèves en art oratoire, quel que soit leur niveau. Partir du public et ensuite s'impressionner de lui et à ce moment-là, intuitivement, on trouve les mots. Le premier allié d'un orateur, c'est son public. Bien, restez avec nous dans un instant, on va vous donner justement des conseils pour réussir vous aussi à maîtriser l'éloquence. À tout de suite. La suite de votre débat en direct sur Europe 1 consacré ce soir à l'éloquence avec toujours à mes côtés Martine Guillot, comédienne, coach, auteur de Vous allez adorer prendre la parole aux éditions Robert Laffont, Stéphane André, fondateur de l'école de l'art oratoire à Paris et Bertrand Perrier, avocat formateur au sein du programme Eloquentia. Il y a aujourd'hui de plus en plus de clubs et de concours d'art oratoire. Vous êtes tous les trois d'ailleurs formateurs. Je voudrais qu'on prenne un témoignage en ligne parce qu'il y a des clubs de foot, figurez-vous, qui organisent pour les jeunes des centres de formation, des concours d'éloquence. Formidable. Bonsoir Gédéon Elonga. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous en direct, Gédéon. Vous avez 15 ans et vous avez remporté cette année le concours d'éloquence de votre club, le LOSC à Lille. D'abord, félicitations. Racontez-nous comment ça s'est passé. Un jour, on vous a dit, tiens, on organise un concours d'éloquence. Est-ce que tu voudrais participer ? Alors, au début, Sofiane Talbi nous avait parlé du concours. Il nous C'est avait votre coach ? pas précisé. Non, Sofiane Talbi, c'est notre éducateur qui était notre prof de SES à la fois. Mhm. Et un jour, il nous a parlé du concours. Au début, on n'était pas très chaud, quoi, parce que c'était pas notre domaine, etc. Donc, on appréhendait un peu. Mais au fil du temps, on a commencé à travailler ensemble avec Mohamed Slim de Prométhée. Pendant 4-6 mois, on a travaillé, on s'est attaché au truc et ça a commencé à nous plaire. Et au fur et à mesure, on a bossé pour au final faire la finale qui était il n'y a pas longtemps au Sébastopol. C'est courageux, dis donc. Comment ça s'est passé au moment du concours, Gédéon ? Lors de la finale ? Oui, vous avez dû parler de quel sujet ? Vous aviez un thème imposé ? Oui, voilà, on devait choisir entre des thèmes qu'on nous proposait. Les thèmes étaient variés, il y avait possibilité de choisir des thèmes à choix, c'est-à-dire oui ou non, ou un sujet donné où on devait défendre. Et vous, alors, vous avez choisi quoi ? Mon sujet, j'avais choisi la pression était nécessaire à la performance. Et je défendais la partie pour. Oui. Et, voilà. Bien. En quoi l'éloquence est-elle importante pour vous ? Alors déjà, pour moi qui est footballeur, savoir parler, hormis le fait d'être sur le terrain, c'est important. Déjà par rapport aux stéréotypes, qu'on entend en dehors du foot, comme quoi les footballeurs c'est que le ballon, etc. Pouvoir, quand on nous entend parler, pouvoir savoir s'exprimer, ça montre aussi que dans notre tête il n'y a pas que du ballon. Et hormis ça, pour moi, dans la vie de tous les jours, c'est important de savoir parler, parce que quand tu sais parler, tu te fais entendre, on t'écoute. Quand tu sais pas parler, on prête pas vraiment oreille à ce que tu dis. Donc pour moi, la parole a un poids dans tous les domaines. Oui, ça vous suffisait pas de savoir jongler avec le ballon, vous vouliez aussi savoir jongler avec les mots. Ils vous ont dit quoi, vos copains du foot, quand ils ont su que vous participiez à ce concours, ou votre famille ? Au foot, alors il y a plusieurs catégories au centre de formation et notre catégorie U16 était la seule à participer au concours et donc du coup les autres catégories, ils étaient un peu chambreurs, voilà, Ouais. parce que
s'ils s'attendaient à ce que on n'arrive pas à gérer le truc parce que voilà, c'est pas un domaine qu'on maîtrise. Mais bon, on a réussi à montrer qu'on maîtrisait quand même. Et après, la famille, nos proches, je pense que ils étaient fiers de savoir qu'on allait faire ce concours et ils attendaient beaucoup de nous. Et je pense que ça nous a aussi motivés à donner le meilleur de nous-mêmes. Merci beaucoup Gédéon Elonga, 15 ans, jeune footballeur au centre de formation du LOSC à Lille. La tête et les jambes, merci d'avoir été en direct avec nous Gédéon. C'est intéressant hein, ce témoignage, c'est la preuve que l'éloquence, c'est vraiment important pour tout le monde, hein, Martine Guillot. Bah écoutez, moi j'interviens à la fac Paris-Saclay où j'ai créé le laboratoire, le savoir-être, où tout d'un coup, bien évidemment, on travaille la rhétorique, le fond du sujet, mais surtout comment on l'incarne, comment est-ce qu'on porte donc ce message. C'est des scientifiques, ils ont l'habitude d'être dans leur tronche, dans le cerveau droit, cerveau gauche, et tout d'un coup, qu'est-ce que c'est que d'incarner, de respirer, de restituer ? Oui, on se rend compte que vraiment, s'ils n'ont pas cet art de dire, de communiquer, ils sont une échelle en dessous, et donc ils sont mal vus, quoi. Donc, ouais. Mais je trouve ça formidable ce que nous dit Gédéon, parce que les sportifs ont évidemment un rapport à la parole particulier. Et moi, j'invite tout le monde avec le football à regarder sur un réseau social, n'importe lequel, une causerie incroyable de Pascal Duprat, qui est entraîneur et qui va galvaniser ses joueurs par la force de son verbe. Et donc, il y a vraiment quelque chose d'incroyablement charnel dans cette parole. Donc, oui, bien sûr. Et puis souvent, je vous le dis pour vous, Gédéon, il y a un après la carrière sportive et la capacité à parler, à s'exprimer sera évidemment déterminante. Et ceux qui font les plus belles reconversions sont ceux, je pense à Vicente Lizarazu par exemple, qui maîtrisent aussi l'art de la parole, ou Edgar Gaupiron, le champion de boxe, qui maintenant est conférencier. Et donc c'est vrai que c'est aussi le gage d'une reconversion réussie. Alors, puisque j'ai 3 spécialistes autour de moi, je voudrais que vous nous donniez des conseils, que vous donniez des conseils à nos auditeurs, pour tous ceux qui veulent gagner en éloquence, que ce soit dans la sphère privée ou dans le travail. Allez, conseil numéro 1, qui se lance ? Stéphane André. Pour moi, le premier instrument qui doit intervenir quand on parle en public, c'est le regard. C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, oui. Qui est un instrument d'écoute. C'est à partir du moment où je m'imprègne d'une situation, on l'apprend au théâtre, la situation est première, disait Louis Jouvet, le maître de Lucchini, et à partir du moment où je m'imprègne de la situation, c'est s'impressionner avant d'impressionner. C'est le regard. Ce regard doit être un regard d'intérêt décidé sur le public. Et quand on s'intéresse au public véritablement, comme par hasard, le dos se place en verticalité. C'est-à-dire que le regard va amener le dos. Le dos droit va préparer la colonne d'air, va préparer la voix. Et la voix, justement, Martine Guillot, ça c'est l'autre outil, très important que vous maîtrisez, vous, à la perfection. Timbrer, la voix, on a tous des voix différentes, c'est notre identité, c'est notre personnalité, c'est cette authenticité. La voix fonctionne grâce au diaphragme, cet outil respiratoire, comme un accordéon qui prend beaucoup d'air et du coup va donner aux cordes vocales, qui sont donc ces membranes, donc qui va faire vibrer et qui ensuite, par les lèvres, c'est pas très Covid, mais voilà comment tout d'un coup la diction se fait. Et donc, bien évidemment, moi je dirais, le plus important, c'est la respiration. Donc vous apprenez, vous, à vos élèves à respirer ? Ah oui, à respirer, à comprendre ce que c'est que d'être fluide, de trouver en fait une décontraction, de faire descendre cette pression qu'on se met tout le temps et surtout cette non-confiance en soi. Finalement, on devrait avoir tous confiance en nous, ça c'est formidable. On a une pépite, on est tous différents et c'est ça qui m'intéresse, c'est la personnalité de chacun. Alors c'est formidable parce qu'on a les 3 canaux. Oui. On a le non-verbal, c'est-à-dire le corps, le paraverbal, la voix. Et moi, je vais dire quand même le verbal. Le discours, quand même. C'est le discours, c'est d'avoir le message, qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce que j'ai trouvé en fond de moi que je veux dire, et structurer. Vraiment, pour moi, le conseil majeur, c'est structurer votre pensée. Il y a un début, il y a des passages, comme dans un slalom, et il y a une fin. Voilà, structurer son propos pour qu'on puisse vous suivre. Donc, on doit, par exemple, répéter quand on doit faire un discours important ou quand on doit s'adresser à son patron pour lui présenter un projet. Par exemple, on doit déjà structurer par avance, dans sa tête, se dire tiens, je vais commencer par ça, je vais enchaîner par ça et je vais finir par ça. Oui, c'est très important. Il faut avoir un plan, un canevas, pas avoir nécessairement écrit, mais avoir une première phrase. C'est là que c'est le plus engageant, le démarrage, et puis une fin, parce que là aussi, c'est la dernière impression. Et puis entre les deux, avoir quelques points de passage obligés et se dire voilà, je vais aborder tel sujet, puis ensuite tel sujet, et enfin tel sujet, et avoir vraiment une idée très claire de son message. Et on fait attention aussi, j'imagine, à ces tics de langage, Stéphane André. Oui, mais sans oublier qu'une préparation n'est faite que d'hypothèses. Et que la meilleure manière de retourner une salle, c'est de faire en sorte que le public co-construise avec nous le texte définitif. C'est-à-dire que parler en public, le génie dans la parole en public, c'est le génie du collectif. C'est-à-dire c'est le rapport réussi par l'orateur physiquement avec son public qui va faire que le public va s'impliquer et que le discours est le résultat d'une rencontre. C'est ça
qui fait que le public ne peut pas ne pas co-signer la fin du discours, n'est-ce pas? Mais ça, c'est le travail du corps, au-delà de la préparation. Parler en public ne consiste pas à dire ce qu'on a prévu de dire, mais à aller au-delà grâce au public, qui, lui, partie prenante, à ce moment-là, effectivement, est convaincu. Il faut espérer qu'on réussisse effectivement à faire du réagir public un allié. son patron. Moi, j'aimerais Martine rajouter Villot. une chose, c'est qu'on est tous des acteurs. Ça ne veut pas dire qu'on joue des personnages seulement, puisque c'est pas acteur de théâtre, mais on est acteur de soi. Et c'est comment, tout d'un coup, on va, quand on prend la parole, être un peu au-dessus, se mettre en scène, se mettre en selle, et allumer cette petite lumière intérieure qui amène donc cet acte de présence pour être ici et maintenant, vraiment à ce qu'on est en train de transmettre. Ça, c'est Bien ce qu'on dit évidemment. quand on fait du yoga. Je suis ici et maintenant. Ah ouais, Il faut génial. maîtriser les silences aussi. Ah bah ça, de toute manière, les pauses, les micro-pauses, la respiration, Oui, le se silence faire entendre. fait partie de la parole, comme Bah le ouais. blanc fait partie de la peinture. Hein. C'est ce qui rassemble les couleurs et qui les rehausse toutes. Ou en musique, les soupirs pour pouvoir bien comprendre sûr. les attaques musicales. Et les silences vont se maîtriser par le travail de l'œil, par le travail du regard, justement. Parce que le regard fonctionne sur le silence comme sur la parole. Si j'ai un regard sur l'auditrice que vous êtes en ce moment en face de moi, je cale ma vie parlante sur votre vie écoutante. C'est clair. Et mes silences viennent tout seuls. À qui on s'adresse? Parce que j'ai un regard, sur vous. Autrement dit, l'erreur serait de dire il faut faire des silences. Ce qui est absurde, ça va sonner faux, ça va être mécanique. Ils viennent quand ils doivent venir, ces silences. Voilà. Merci beaucoup. C'est du collectif d'abord. Merci beaucoup à tous les trois. C'était un débat passionnant. Je pense que nos auditeurs envisageront désormais, je l'espère en tout cas, la prise de parole avec davantage de sérénité. Dans un instant, on ouvre les archives d'Europe 1. On va vous raconter le jour où le prince régnier de Monaco épouse la sublime Grace Kelly. C'était en 1956. À tout de suite. Et dans le Club des idées, on va maintenant plonger comme chaque soir dans les archives d'Europe 1. 3 minutes pour comprendre, pour éclairer l'actualité. Ça s'appelle Le jour où. C'est hier que le général de Gaulle est mort. Finale de Coupe du Monde. Moi, président de la République. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Bien ce week-end. Europe 1. Bonsoir Johanna Chabas. Bonsoir. Ce soir avec vous, on revient 55 ans en arrière. Nous sommes en avril 1956. Le mariage du siècle, un mariage princier, celui de Grace Kelly et du prince régnier. Ce couple, Johanna, c'est vraiment le symbole du glamour, une monarchie européenne qui s'allie à Hollywood. Oui, d'un côté, Régnier III, le prince bâtisseur de Monaco qui règne depuis 6 ans sur ce rocher, symbole du luxe. Et de l'autre, Grace Kelly, l'élégante actrice blonde, une icône rendue célèbre par ses rôles dans les films d'Alfred Hitchcock comme Fenêtre sur cour. L'américaine remporte l'Oscar de la meilleure actrice en 1955 pour son rôle dans Une fille de la province. Thank you with all my heart. Thank you. Et c'est justement alors qu'elle est en tournée promotionnelle pour ce film qu'elle rencontre le prince Régnier. Et à peine un an plus tard, le prince demande Grace Kelly en mariage. Pour le rocher, c'est le début des grands préparatifs. Le couple fait rêver le monde. Oui, à l'époque, ce mariage est le plus attendu, le mariage du siècle selon la presse. Pour le couple fiancé, des cadeaux viennent du monde entier. André Marin et Gilbert Lozin en font à l'époque la liste pour Europe 1. Il y a en particulier un carrosse sicilien avec chevaux, un cadre en or, un secrétaire sculpté, une coupe en or, 2 flacons en cristal et un coffret d'or pour cigarettes avec initiales de diamant surmonté de la couronne princière avec diamant. Et même Europe numéro 1 y est allé de son cadeau, un disque et un bouquet de fleurs donnés directement au prince Régnier. D'abord, je voudrais vous remercier surtout Europe numéro 1 de son initiative, que je trouve très touchante et qui, quand j'en ai parlé à Miss Kelly, l'a infiniment touchée, évidemment. Je trouve que l'idée de recueillir ces fleurs, cueillies par les enfants de France, est vraiment très sympathique. Allez, après 4 mois de préparatifs, Johanna, enfin le mariage. D'abord une cérémonie civile et puis le lendemain, le 19 avril 1956, la cérémonie religieuse. Et c'est un vrai mariage de princesse. Oui, avec 700 convives dans la cathédrale Saint-Nicolas, Grace Kelly dans sa robe blanche, cintrée, aux manches en dentelle, une courte traîne, un voile quasiment transparent. C'est l'actrice qui, comme le veut la tradition monégasque, entre en premier dans l'église, au bras de son père, avec Alfred Hitchcock comme témoin. On la voit fébrile, le visage fermé qui attend son prince. Il entre en tenue d'apparat et l'actrice Grace Kelly devient son Altesse Sérénissime de Monaco. Régnier, Louis, Henri, Maxence, Bertrand, voulez-vous prendre pour légitime épouse Grace Patricia, ici présente, selon le rite de notre mère la Sainte Église. Oui, monseigneur.
Un oui très timide. En même temps, le couple était épié et cette cérémonie a été regardée par 30 millions de personnes, Johanna. Une cérémonie retransmise exclusivement par la MGM, la Metro-Goldwyn-Mayer. Les studios de cinéma au Lyon rugissant au générique. Grace Kelly était en contrat avec eux. Et en fait, lors de son mariage, la MGM avait la main sur tout. Les studios ont choisi la robe, ont négocié pour être les seuls à pouvoir filmer et prendre en photo la cérémonie. C'était les conditions de la MGM pour accepter de libérer l'actrice américaine de son contrat. Une tutelle qui suscite l'ironie des journalistes. On murmure même. On dit tellement de choses. On dit tellement de choses. Les gens sont méchants. Voilà. Voilà. Les gens sont méchants. Voilà. On dit qu'elle aurait obtenu sa liberté en accordant l'exclusivité. N'exagérons rien. Oui, non. Là, on va peut-être très loin. Ce mariage aux airs de conte de fées l'était donc peut-être plus pour les spectateurs que pour le couple. Plus tard, le prince régnier dira « Nous aurions dû nous marier dans une petite chapelle dans la montagne ». Eh oui, merci Johanna Chabas en tout cas de nous avoir fait revivre cet événement, ce mariage princier. Europe 1, Isabelle Millet.